toujours ignoré. Même après des années à soutenir mes parents. Même lorsque mon fils était à l'hôpital. Ils ont malgré tout choisi ma sœur plutôt que nous. Mon fils est aux urgences. J'ai envoyé un message. Nous sommes occupés avec Megan, m'a répondu ma mère, avant d'ajouter quelque chose de désobligeant à propos de mon fils. Alors, j'ai mis fin à tous leurs paiements de maison, à leurs prêts automobiles et à leurs cartes de crédit. Je me tenais dans le couloir de la maison de mon enfance, le regard attiré par les photos encadrées accrochées au mur, la remise de diplôme de ma sœur, son mariage, la naissance de son premier enfant. Mes parents rayonnaient de fierté sur chaque cliché. Et mes propres réussites ? Aucune trace. Une sensation familière et douloureuse s'est nouée dans mon ventre. Après 35 ans, on pourrait croire que je m'en serais remise. La voix de ma mère s'est élevée depuis la cuisine. « Sharon, c'est toi ? Viens m'aider avec la vaisselle. » Je me suis arrêtée net. Je n'étais pas venue pour faire la vaisselle. J'étais venue poser des limites. En entrant dans la cuisine, j'ai vu ma mère s'affairer à préparer un plateau d'apéritif. Pour la fête de Megan, bien sûr. Ma sœur avait récemment été promue directrice de département dans une banque voisine, un poste qu'elle avait obtenu grâce aux relations de mon père. « Tu peux finir ça pendant que je me prépare ?» m'a-t-elle demandé, en s'essuyant les mains sur une serviette sans attendre ma réponse. « Ton père a pris les mauvais crackers. Megan préfère ceux au sésame, pas nature. » J'ai simplement hoché la tête et pris sa place devant le plan de travail. Même histoire, autre contexte. Mon téléphone a vibré. Un message de Diane, mon ex-belle-sœur, tu leur as dit ? Non. Comment annonce-t-on à ses parents qu'on va les couper financièrement après des années entières de soutien ? Comment leur expliquer que leur unique petit-fils venait de terminer un projet d'arbre généalogique sans les inclure ? La porte d'entrée a claqué brusquement. Des pas lourds se sont approchés. Sharon, a lancé mon père sans me jeter un regard. Où est ta mère ? Megan arrive dans 1 heure. Ma poitrine s'est serrée. Elle se prépare, ai-je répondu. Il a hoché la tête une seule fois, puis a disparu dans le salon. Sans dire un mot, je me suis mise à arranger les crackers, en me rappelant combien de fois j'avais attendu dans cette cuisine un signe d'acceptation qui n'était jamais venu. Malgré ma bourse complète pour l'Université de Californie du Sud, ma promotion au poste d'analyste senior et la naissance de mon fils Max, rien ne pouvait détourner leur attention de Megan. Elle avait toujours été leur enfant chéri, celle qu'ils avaient eue après des années de fausses couches déchirantes, celle qu'ils n'espéraient plus avoir. Moi, je n'étais qu'un brouillon, une tentative. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner ce qu'elles recevaient sans le moindre effort, leur admiration, leur attention, leur fierté. Quand Justine m'a quitté pour une collègue il y a 3 ans, je m'attendais à ce que mes parents se mobilisent. Leur fille était devenue mère célibataire du jour au lendemain et elle avait clairement besoin d'aide. Au lieu de cela, ils se sont demandé si je n'étais pas responsable de l'échec de mon mariage. Est-ce que je m'étais trop concentrée sur ma carrière ? Est-ce que j'avais négligé mon rôle d'épouse ? Ce ne sont pas eux qui m'ont soutenue, mais les parents de Justine, Diane et Brent, qui ne sont plus légalement mes beaux-parents, mais qui restent, eux, ma véritable famille. C'est eux qui allaient chercher Max à l'école, le gardaient le week-end lorsque mon travail m'obligeait à voyager, et le couvraient d'affection et d'attention. Pendant ce temps, mes parents étaient trop absorbés par d'autres choses. Jusqu'à il y a 6 mois. Ce revirement inattendu m'a prise au dépourvu. Du jour au lendemain, ils ont commencé à appeler chaque semaine pour prendre des nouvelles de Max, nous ont invités à dîner le dimanche et se sont proposés pour faire du babysitting. J'ai vraiment voulu y croire que cela signifiait quelque chose. Peut-être qu'ils avaient compris ce qu'ils avaient manqué toutes ces années. Peut-être qu'ils avaient enfin décidé d'être présents comme grands-parents. Puis Megan a été promue, et tout est devenu limpide. Ils n'avaient pas changé. Ils avaient simplement besoin d'argent. Ma mère est revenue dans la cuisine, portant un chemisier neuf que j'avais payé. « Tu as terminé les amuse-bouches ? Megan ne va pas tarder. » J'ai incliné légèrement la tête et j'ai glissé le plateau vers elle. Il faut qu'on parle de quelque chose. Son expression a changé instantanément, passant de la joie à l'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne peut pas en parler après la fête ? On pourrait, mais on ne devrait pas, ai-je répondu, d'un ton plus ferme que je ne l'aurais cru. J'arrête toutes les contributions financières. Son visage a perdu toute couleur. Quelle contribution financière ?
Comme si elle n'était au courant de rien. Comme si je n'avais pas payé leur prêt automobile pendant 5 ans. Comme si je n'avais pas assumé les frais du remplacement de la toiture l'été dernier, les impôts fonciers, les vacances à Hawaï. Mes mains tremblaient légèrement, mais je les ai posées fermement sur le comptoir. Le prêt voiture, les crédits, l'assurance habitation, tout. Elle m'a fixé, les lèvres s'ouvrant et se refermant, cherchant quoi dire. Pourquoi tu ferais ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Un rire amer, sans joie, m'a échappé avant que je ne puisse le retenir. Ah oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pour moi exactement? On t'a élevé, on s'est assuré que tu avais de quoi manger. Au strict minimum, elle voulait se faire crédit des responsabilités parentales de base. Quand Justine est partie, qui m'a réellement soutenue? Quand Max était malade et qu'il devait se rendre à ses rendez-vous de suivi, qui l'a emmené? Qui m'a épaulé quand j'ai été promue? Qui l'a même reconnu? Ce n'était pas eux. Jamais eux. Mon père est entré dans l'encadrement de la porte, le front plissé. Que se passe-t-il ici? Ma mère s'est tournée vers lui, la voix chargée de colère. Sharon dit qu'elle va nous couper financièrement, après tout ce qu'on a fait pour elle. Son visage s'est assombri. C'est encore à cause de cette histoire? On t'a déjà expliqué. Ce n'est pas à cause d'une seule chose. C'est à cause de tout. Les mots ont jailli, des années de déception, de négligence et de compréhension étouffée ont afflué. C'est à cause de Max qui appelle Diane mamie parce qu'elle le traite réellement comme tel. C'est parce que vous avez manqué son anniversaire pour partir en vacances avec Megan. C'est parce que j'ai eu besoin d'une opération en urgence et que vous avez refusé d'aller chercher votre propre petit-fils, parce que Megan avait un dîner prévu il y a 3 semaines. Une appendicite. J'ai été conduite aux urgences, à peine consciente de la douleur. Et ma seule pensée claire, c'était que Max était seul, à la garderie après l'école, à attendre que quelqu'un vienne le chercher. Naturellement, mon premier appel a été pour mes parents. Nous étions au dîner de promotion de Megan, répondit ma mère, le mécontentement transparaissant dans sa voix. Est-ce que son père peut aller le chercher? Justine était en visite à Seattle avec sa nouvelle épouse. J'avais du mal à parler tant la douleur était forte. On ne peut pas partir maintenant. Megan serait dévastée. Puis est venu le coup de grâce, il demande tellement d'attention parfois, c'est un fardeau. Mon enfant. Leur petit-fils. Un fardeau. Diane, en revanche, avait réagi immédiatement. Elle avait tout laissé tomber. Non seulement elle était allée chercher Max, mais elle était aussi restée avec moi à l'hôpital toute la nuit, réorganisant les chaises de la salle d'attente pour lui faire un lit de fortune où il pourrait dormir. C'est à ce moment-là que j'ai compris la différence entre la responsabilité et l'amour, entre les liens du sang et la véritable famille. La voix de mon père me ramena au présent, tu exagères. On ne pouvait pas quitter le dîner de Megan. Tu sais à quel point c'était important pour elle. Plus important que leur petit-fils, seul et apeuré. Plus important que la chirurgie urgente de leur fille. C'est terminé, dis-je calmement mais avec fermeté. Plus de soutien financier. Plus de faux semblants. Vous n'avez pas le droit de m'utiliser quand ça vous arrange et de m'ignorer quand ça ne vous convient plus. Le visage de ma mère s'effondra, non pas de regret, mais parce qu'elle calculait. Le paiement de la voiture est dû dans quelques jours. Et les médicaments de ton père. Le nouveau salaire de Megan pourrait le couvrir. Ou bien ils pourraient enfin puiser dans leurs économies de retraite, qu'ils gardaient précieusement pendant que moi, je finançais leur mode de vie. Ce n'était plus ma responsabilité. La porte d'entrée s'ouvrit, et la voix joyeuse de Megan résonna, « Maman. Papa. » J'ai apporté du champagne. C'était mon signal pour partir. J'ai attrapé mon sac sur le comptoir. Sharon, attends, supplia ma mère, désespérée. Tu ne peux pas nous faire ça. Mais si. Et je le faisais. J'ai croisé Megan dans le couloir, remarquant l'expression d'incompréhension sur son visage. Sharon? Je ne savais pas que tu venais à ma fête de promotion. Je ne venais pas. Je suis seulement passée pour retirer mon dernier investissement émotionnel. Les dernières traces d'affection pour des gens qui ne m'ont jamais vraiment vue. Félicitations pour la promotion, ai-je dit d'un ton sincère. Les réussites de Megan n'avaient jamais été le problème. Le vrai souci avait toujours été le refus de nos parents d'accepter leurs 2 enfants. Son expression vacilla légèrement. Merci. Tu pars déjà?
J'ai hoché la tête brièvement, refusant de répondre à voix haute. Il leur appartenait désormais de s'expliquer, d'assumer les conséquences de leurs actes. Le trajet de retour fut étrange, comme si je flottais dans un brouillard. Les larmes me montèrent aux yeux, mais ce n'était pas du chagrin. C'était du soulagement. Le poids que j'avais porté pendant des années, celui de chercher sans cesse un amour inconditionnel, venait enfin de se dissiper. Max était chez Sharon, ma belle-mère. Elle m'avait envoyé des photos de lui, couvert de farine après avoir cuisiné. De la joie sincère brillait dans ses yeux, du bonheur dans chaque image. De l'amour pur, sans fard. La famille, ce n'est pas une question de devoir ou de lien du sang. C'est une question de personnes qui restent. De ceux qui t'acceptent tel que tu es. 3 mois passèrent sans appel ni message manipulateur. Un silence total. Puis, un mardi après-midi ordinaire, le nom de ma mère s'afficha sur l'écran de mon téléphone. Mon doigt flotta au-dessus du bouton de refus, mais la curiosité l'emporta. J'ai décroché. Karen, dit-elle d'un ton raide, chaque mot soigneusement choisi. Il faut qu'on parle de cette situation. La situation, c'était leur problème financier. Sans mon soutien, il n'y avait plus rien à dire. Un court silence, puis sa voix devint acide. Megan refuse de nous aider. Elle dit qu'on doit apprendre à gérer nos propres dépenses. Le venin dans sa voix était évident. La voiture a été reprise hier. Et l'hypothèque a 2 mois de retard. Ce n'était plus mon problème. Je suis désolée de l'apprendre, ai-je dit. Et une petite part de moi l'était vraiment. Parce qu'on m'avait élevée à croire que leur confort et leur bien-être étaient ma responsabilité. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Nous sommes tes parents. Le lien était biologique, pas émotionnel. Ils n'avaient jamais rempli leur responsabilité parentale de la manière qui comptait vraiment. Je dois y aller. Max a entraînement de foot. Karen, j'ai mis fin à la conversation. Et j'ai bloqué le numéro. De l'autre côté de la cuisine, Max travaillait sur un devoir scolaire, un arbre généalogique. Ça avance, mon grand, lui ai-je demandé en m'approchant. Tout en haut, il avait dessiné Sharon et Brent, étiquetés, mamie, et papy. En dessous, il avait écrit, maman, et papa, sous les noms de Justine et moi. Et tout en bas, lui-même. Il n'y avait ni Megan, ni grands-parents maternels. Je lui ai demandé doucement, c'est tout le monde dans notre famille? Il a hoché la tête avec assurance. Ce sont ceux qui nous aiment. Simple, profond, et vrai. Ce soir-là, après que Max se soit endormi, je me suis assise sur la terrasse avec un verre de vin. Une brise légère effleurait ma peau pendant que je réfléchissais à l'héritage. Pas celui fait d'argent ou de biens, mais l'héritage émotionnel transmis de génération en génération, les concepts qu'on nous enseigne sur l'amour, la valeur, et les relations. Mes parents avaient hérité de leur propre traumatisme, cette croyance erronée que l'amour devait se mériter, et que les enfants étaient redevables à leurs parents, au lieu d'être chéris par eux. Mais les cycles n'ont pas à se répéter. Les schémas peuvent être réécrits. Max recevrait autre chose de ma part, la conviction inébranlable que l'amour n'est pas une transaction, que la famille est choisie, et que la chose la plus essentielle est simplement d'être présent. Le téléphone de Sharon vibra avec un message, Brian prépare son célèbre chili ce dimanche. Toi et Max venez? J'ai souri en répondant, pour rien au monde je ne manquerais ça. C'était ça, désormais, mon héritage. Plus de honte, plus de devoirs. Juste le choix, la connexion et l'amour, offerts librement, pleinement. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment riche de ce qui comptait. En regardant en arrière, je pouvais voir le schéma avec clarté, la poursuite incessante, le combat sans fin, ce besoin frénétique d'être reconnu. Ma valeur avait toujours été mesurée en fonction de leur validation, ou de leur absence. Chaque étape franchie était une demande silencieuse, remarquez-moi. Intéressez-vous à moi. Soyez fiers de moi. Les murs de ma chambre d'enfant étaient autrefois couverts de diplômes scolaires, de médailles d'orthographe et de trophées de mathématiques, tous recouverts de poussière pendant que mes parents assistaient avec joie aux matchs de foot de Megan, à ses spectacles de danse, et aux événements scolaires les plus banals. Lorsque j'ai été acceptée à l'USC avec une bourse complète, mon père a simplement ricané en lisant la lettre d'admission. La Californie? C'est trop loin. Et qui va aider ta mère à la maison? Pas toi. Megan ne peut pas.
Elle est trop occupée à être le centre de notre univers. Je suis quand même partie. J'ai travaillé tout au long de mes études supérieures, décroché un emploi dans la finance, et suis devenue autonome. Puis j'ai rencontré Justine. Charismatique, confiant, Justine, avec ce regard tendre et cette capacité inexplicable à me faire sentir comme la personne la plus importante en toutes circonstances. Sa famille m'a accueilli immédiatement, des réunions de famille où mon avis comptait, des barbecues le week-end où mes idées étaient écoutées. Sa mère, Diane, m'appelait simplement pour prendre des nouvelles. Son père, Brent, m'a appris à changer l'huile de ma voiture. C'était étrange, cette acceptation si naturelle, cet intérêt sincère. Quand nous nous sommes mariés, mes parents ont trouvé des excuses pour se plaindre de tout, le lieu, la date, le menu. Meghan, qui était ma demoiselle d'honneur, semblait désintéressée pendant la cérémonie. Mes parents sont partis tôt, évoquant un rendez-vous matinal pour Meghan le lendemain. Les parents de Justine, eux, sont restés jusqu'à la fin, nous ont aidés à nettoyer, et m'ont accueilli comme si j'avais toujours fait partie de leur famille. La naissance de Max aurait dû tout changer. Il était leur premier petit-fils. Pourtant, ils ne sont venus le voir qu'une seule fois, moins d'1 heure. Ma mère l'a maladroitement tenu dans ses bras avant de me le rendre rapidement. Il ressemble à Justine, avait-elle dit, comme si cela justifiait son détachement émotionnel. Diane et Brent, eux, étaient différents. Ils apportaient des plats faits maison, proposaient de passer la nuit pendant les premières semaines épuisantes, et gardaient Max pendant des heures pour que je puisse me reposer, prendre une douche et me sentir de nouveau moi-même. Puis Justine est partie, par simple message, sans même une conversation en face à face. C'est Sharon qui m'a trouvé recroquevillée sur le sol de la salle de bain, en larmes. C'est elle qui a préparé un sac pour Max. C'est elle qui nous a accueillis chez elle pendant que je tentais de comprendre l'échec de mon mariage. Et mes parents, comment ont-ils réagi? Un seul appel téléphonique. Le ton de ma mère était presque satisfait, les hommes n'aiment pas les femmes qui mettent leur carrière en priorité. Je t'avais prévenu. Comme si ma motivation avait été la faute. Comme si j'avais mérité d'être abandonnée. Le divorce a été douloureux. Justine s'est battue pour l'argent, mais a montré peu d'intérêt pour la garde. Il voulait se libérer de toute responsabilité. Sharon et Brian étaient pris au milieu, partagés entre leur amour pour leur fils et leur désapprobation de ses choix. Tu fais toujours partie de la famille, m'avait dit Brian avec une confiance sans faille. Ça ne change rien. Max est notre petit-fils. Tu es sa mère. L'équation est simple. Simple pour eux, mais impensable pour mes propres parents. Alors que les frais juridiques s'accumulaient, que la parentalité solo, un emploi à temps plein, et le stress des audiences devenait trop lourd à gérer, j'ai fini par me tourner vers eux. J'ai demandé de l'aide, temporairement, le temps de retrouver un équilibre. Mon père a finalement rédigé un chèque, petit et à contre-cœur. Ne compte pas là-dessus. On n'est pas une banque. Pourtant, le mois suivant, quand leur voiture est tombée en panne, ils nous ont contactés sans attendre. Tu peux couvrir ça? Juste cette fois. Jusqu'à ce qu'on se remette à flot. Cette fois unique est devenue des dizaines. Leurs demandes ont grandi, mes limites ont diminué. Et au fond de moi, je conservais ce rêve idiot et silencieux que si je donnais assez, si je sacrifiais assez, ils finiraient par m'aimer comme ils aimaient Meghan. Pathétique. Transparent. Désespéré. Mais je n'arrivais pas à arrêter. Pas avant la crise. Pas avant qu'ils disent, c'est un fardeau. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai enfin vu la vérité. Il n'avait jamais été question d'amour. Il avait toujours été question d'échange. Et mon soutien financier n'avait toujours servi qu'à acheter leur attention éphémère, jamais leur dévotion. Jamais une réelle inquiétude. Cette compréhension a brisé quelque chose en moi. Mais elle m'a aussi libérée. Je n'avais plus besoin de prouver que je méritais l'amour. Je l'avais déjà. De Max, Sharon et Brian, des amis qui se souciaient réellement de moi, des collègues qui me respectaient, et la famille que j'avais construite, plutôt que celle dans laquelle j'étais née. Une semaine après avoir quitté la maison de mes parents, mon téléphone a sonné et le nom de Meghan est apparu à l'écran. Un événement rare. Nous ne parlions que 2 fois par an, et nos échanges étaient polis mais détachés. « Qu'est-ce que tu as dit à maman et papa ?» Son ton était en colère, sur la défensive. Il panique à cause de l'argent. Ma réponse a été simple, plus d'aide financière.
Plus d'encouragement. Ils ont leur précieuse préférée, elle peut prendre le relais maintenant. Le silence de son côté avait été pesant. Ils pensent que tu es cruel, que tu te venges du passé. Mais était-ce vraiment cruel que de cesser de m'épuiser pour eux? Était-ce réellement de la vengeance que de les tenir enfin pour responsables de toutes ces années de négligence émotionnelle? Je ne punis personne, avais-je répondu. J'arrête simplement de faire semblant. Megan avait poussé un soupir, un son à la fois fatigué et familier. Ils ne changeront jamais. Tu sais qu'ils ont toujours été comme ça. Nous avons partagé un rare aveu, une reconnaissance implicite des rôles qu'on nous avait imposés bien avant que nous puissions choisir, elle, la préférée, moi, la négligée. Je sais qu'ils ne changeront pas, ai-je dit. Puis, après une pause, tant mieux. 2 mots simples. Mais peut-être les plus sincères qu'elle m'ait dit depuis des années. Après avoir raccroché, j'ai pensé à la réalité de Megan. Ressentait-elle leurs attentes d'une manière différente? Être l'enfant préféré imposait-il ses propres fardeaux invisibles? Cela n'excusait pas son rôle dans ma mise à l'écart, mais cela m'a aidé à comprendre pourquoi elle avait agi ainsi. Nous avions toutes les deux été enfermées dans des rôles que nous n'avions jamais accepté de jouer. Des mois après avoir coupé les ponts financiers, j'ai enfin compris ce que signifiait la vraie liberté. Pas seulement la liberté face aux responsabilités, mais aussi celle de ne plus chercher l'approbation de personnes incapables de me la donner. Ma valeur n'avait jamais dépendu de leur reconnaissance. Mon importance n'avait jamais été liée à leur acceptation. J'avais toujours été suffisante. Ils ne l'avaient simplement jamais vu. Marc entra en courant dans la cuisine, interrompant mes pensées. Maman. Mamie Sharon dit qu'elle fait des spaghettis ce soir. On peut y aller? Mamie Sharon. Un titre gagné non par le sang, mais par l'amour, la présence et 1 million de petits gestes de bonté. Bien sûr, mon chéri. Prends tes chaussures. Alors qu'il courait vers la porte, une immense gratitude m'envahit. Pour ce petit garçon lumineux et résili. Pour la famille que nous avions bâtie par choix et non par devoir. Et pour la sagesse profonde née de la douleur. Parfois, les leçons les plus essentielles viennent de ce que l'on apprend en souffrant, le désir de briser les cycles, de faire mieux, de créer quelque chose de nouveau. Mes parents m'avaient montré le type de mère et d'être humain que je refusais de devenir. Et pour cela, étrangement, je leur étais reconnaissante. Alors que je conduisais vers la maison de Sharon et Brian, Marc bavardant joyeusement à mes côtés, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Le chemin entre la quête d'acceptation et la paix intérieure. Entre chercher l'affirmation chez les autres et la trouver en moi-même. Il était enfin achevé. J'avais porté trop longtemps le poids des héritages, des dettes émotionnelles, des automatismes ancrés, des attentes étouffantes. Mais je les avais enfin déposés. Et ce qu'il restait était plus léger, plus pur, entièrement à moi. La famille. L'amour. L'appartenance. Non pas dans des échanges. Non pas dans des devoirs. Non pas dans des tentatives désespérées de prouver ma valeur. Mais dans un choix délibéré et intentionnel, basé sur la certitude apaisante que j'étais enfin là où je devais être. Mon mari veut que j'arrête de travailler et que je reste à la maison avec les enfants. Mais j'adore être chef, et l'idée d'être femme au foyer m'étouffe. Pour préserver l'anonymat, je ne peux pas entrer dans les détails, mais mon mari, 34 ans, a développé quelque chose dans le domaine de l'informatique qui est maintenant très connu, et cela l'a rendu riche. Moi, j'ai 38 ans, je suis chef, et je gagne probablement 1/100 de ce qu'il gagne. Mais cela n'a pas d'importance pour moi, car j'aime profondément mon métier. Nous avons une très belle vie ensemble. Nous avons eu notre premier enfant, une petite fille, il y a 3 ans, et nos jumeaux, 2 garçons, ont 9 mois. Il me reste encore quelques mois de congé maternité, et avec le pays qui se referme à nouveau à cause du nouveau variant Omicron, j'ai commencé à m'inquiéter que mon lieu de travail ne veuille plus me reprendre. J'ai exprimé mes craintes à mon mari il y a quelques jours, et il a simplement haussé les épaules en disant « Ce n'est pas comme si on avait besoin de cet argent ». J'étais confuse, et je lui ai dit que je le savais bien, que ce n'était pas une question d'argent. J'étais confuse et je lui ai dit que je le savais, que ce n'était pas une question d'argent. Il a simplement haussé les épaules. J'étais un peu agacée, parce que j'avais l'impression qu'il ne trouvait pas ça important que je sois sans travail. Hier encore, j'y pensais toujours, alors j'ai décidé de lui reparler. Il avait l'air étonné et m'a dit que je devrais plutôt être heureuse de pouvoir passer plus de temps avec mes bébés.
Il m'a demandé pourquoi j'insistais pour travailler alors que nous avons 3 jeunes enfants, et qu'il gagnait largement assez pour nous deux. Il n'aimait pas le fait que je travaille 4 à 5 soirs par semaine, y compris 1 ou 2 week-ends par mois. Je lui ai dit que j'adorais mon métier et que j'étais douée dans ce que je faisais. Cela fait presque 20 ans que je suis chef, et l'idée de ne plus rien faire pour le reste de ma vie m'étouffe. Il était visiblement contrarié à ce moment-là, et il m'a accusé d'aimer mon travail plus que mes enfants, et plus que lui. Il a ajouté que je pouvais toujours cuisiner à la maison pour la famille, et que si je craignais de perdre mon indépendance, il pourrait me verser chaque mois, sur un compte privé, l'équivalent de mon salaire actuel. J'ai commencé à pleurer. Il m'a embrassée, m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'il m'aimait. Mais, il pensait à cela depuis la naissance de notre fille, et il n'aimait pas me voir rentrer si tard le soir. Il fallait donc que je choisisse entre mon métier ou ma famille. J'ai été bouleversée. Était-ce un ultimatum? Oui. Il veut vraiment que je devienne femme au foyer, ou alors on se sépare. Ce matin, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller chez ma mère. Elle m'a écouté parler et pleurer. Mais quand j'ai terminé, elle n'était pas indignée comme je l'espérais. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, elle m'a demandé de réfléchir très sérieusement à la suite. Si nous divorçons, je dois penser à mes enfants. Je ne pourrai jamais leur offrir le même confort que leur père. Et je pourrais les perdre à cause de cela. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de bouleverser leur vie à ce point, de les faire vivre dans 2 maisons séparées, tout ça pour un métier que j'exerce depuis ma vie d'adulte? Elle m'a dit que je pouvais considérer ça comme une retraite anticipée. Beaucoup en rêvent. Pourquoi ne pourrais-je pas en profiter? Je ne m'attendais pas à ce que ma mère me dise tout ça. Elle a toujours été une femme forte et indépendante, qui nous a élevés pour que nous le soyons aussi, et qui m'a appris à ne jamais dépendre à 100% de qui que ce soit, sauf de moi-même. L'entendre dire ça m'a fait douter de mes émotions. Avant de la voir, j'étais totalement certaine d'avoir raison, d'avoir mal et d'être en colère. Mais maintenant, je me demande si je ne suis pas en train d'exagérer, et si la demande de mon mari n'est pas si déraisonnable que ça. Mais si c'est le cas, pourquoi ai-je cette sensation que mon cœur est remonté jusqu'à ma gorge? Pourquoi ai-je l'impression qu'il a lancé cet ultimatum parce qu'il sait qu'il a le pouvoir et qu'il l'utilise? Je suis preneuse de tout conseil ou suggestion, mais s'il vous plaît, soyez honnête, pas blessant. Honnête, parce que j'ai le sentiment d'être lésée, et j'ai du mal à comprendre les choses du point de vue de mon mari. À propos de mon mari qui ne veut pas que je retourne travailler après mon congé maternité, j'ai reçu beaucoup de conseils vraiment utiles. Je voudrais juste clarifier certains points de mon message, car beaucoup semblent avoir mal interprété ce que j'ai dit. Je suis désolée si mes propos n'étaient pas très clairs. Je ne travaille pas 4 à 5 jours par semaine en plus des week-ends. Je travaille entre 35 et 45 heures par semaine au total, et parfois cela inclut le week-end. Être mère au foyer n'est pas la norme dans mon pays. La garderie est gratuite, et nous n'avons pas de nounou. Je précise cela pour que vous compreniez mieux pourquoi j'ai été aussi surprise par toute cette situation. Je ne cherche pas à manquer de respect aux mères au foyer. Il ne peut pas obtenir la garde exclusive simplement parce qu'il est riche ou à cause de mes horaires de travail. Ça ne fonctionne pas comme ça ici, Dieu merci. Mais je suis reconnaissante envers ceux qui se sont inquiétés pour moi, car je sais que c'est une réalité triste dans d'autres régions du monde. Donc, pour la mise à jour, j'ai eu de longues conversations avec mon mari sur tout ce qui s'est passé, en essayant de comprendre son point de vue. Je lui ai dit que je ne me voyais absolument pas comme une femme au foyer, jamais. Mais que j'étais prête à commencer à chercher un emploi avec des horaires plus flexibles, ou que je pourrais enfin ouvrir mon propre restaurant. Je pourrais commencer à chercher un local dans un immeuble de bureaux et lancer un petit établissement de restauration pour le déjeuner. De cette façon, je n'aurais pas à travailler les soirs et les week-ends. Il n'avait pas l'air du tout content de cette idée. Il m'a demandé pourquoi je tenais tant à retravailler. Il m'a dit que ces derniers mois avaient été les plus heureux de sa vie, rentrer à la maison chaque jour pour retrouver sa famille. Et qu'il pensait que moi aussi, j'étais heureuse. Je le suis. J'adore passer mes journées avec mes bébés. Mais ce n'est pas parce que je profite pleinement de mon congé maternité que je ne veux pas retourner travailler. Justement, j'en savoure chaque minute, car je sais que ce n'est pas permanent. Nous avons eu une dispute. Il m'a dit qu'il avait toujours eu l'impression que j'avais peur de lui parce qu'il gagnait beaucoup plus que moi, et que j'étais terrifiée à l'idée de dépendre de lui.
Donc, si j'insistais pour travailler uniquement pour ne pas être dépendante, il pourrait me verser 10 fois mon salaire pour que je reste à la maison. J'ai commencé à pleurer et je lui ai dit que je ne serais pas une femme au foyer. Que je n'accepte pas les ultimatums. Qu'il devait faire ce qu'il jugeait bon. Il m'a dit qu'il en avait assez de vivre avec l'idée que sa femme est intimidée par sa réussite. Qu'il faisait tout cela pour nous deux. Je dois admettre que, parfois, j'ai peur du fait qu'il ait plus de pouvoir que moi. Il dit que tout cela est dans ma tête. Mais honnêtement, est-ce qu'il aurait osé me demander d'abandonner mon travail s'il ne se sentait pas en position de le faire? Est-ce que moi, je pourrais lui demander de quitter son travail aussi facilement? Il est impossible de nier les dynamiques de pouvoir dans notre relation. Et j'ai parfaitement le droit d'en avoir peur. Donc, en vérité, il n'y a eu aucun vrai progrès. Et peu importe combien je m'explique, il ne semble pas me comprendre. Et probablement, il ressent la même chose à mon égard. On a l'impression d'être sur deux longueurs d'onde différentes. J'ai proposé une thérapie de couple. Il m'a dit qu'il allait y réfléchir. Aujourd'hui, nous sommes juste cordiaux l'un envers l'autre, mais nous ne parlons presque plus. Et nous n'avons plus eu de moment d'intimité depuis la première fois où j'ai évoqué l'idée de reprendre le travail. Je l'aime, et il me manque. Je ne veux pas que tout s'effondre, mais maintenant, la balle est dans son camp. Ma mère est très en colère contre moi. Nous ne nous sommes pas parlé depuis une semaine. Je ne sais pas non plus quoi faire à son sujet. Merci à tous pour votre soutien. Je ne pourrai pas faire d'autres mises à jour, car on n'a droit qu'à une seule. Ce n'est pas une grosse mise à jour, alors j'ai pensé pouvoir l'ajouter ici avant que la publication ne soit verrouillée. Je ne supprimerai pas ce compte, au cas où j'aurais besoin de plus de conseils ou si je souhaite publier une nouvelle mise à jour plus tard sur un autre sujet. Mon mari et moi avons parlé hier pour la première fois depuis 2 semaines. C'est lui qui a lancé la conversation. J'y ai vu l'occasion de comprendre enfin pourquoi il agit ainsi, tout en m'assurant qu'il sache bien que je ne ferai pas marche arrière. Je lui ai dit que, même si je profitais de mon congé maternité, l'idée que cela devienne permanent me suffoquait. Je souffre de claustrophobie sévère. Je ne sais pas si cela a un lien avec tout ça. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Il savait à quel point mon travail comptait pour moi, alors pourquoi me poser une exigence aussi impossible, en sachant que cela signerait la fin de notre couple? Je lui ai dit, si tu as des doutes sur notre mariage et que tu veux en sortir, dis-moi simplement la vérité. Il est devenu très énervé et m'a accusé d'essayer de le manipuler. Il m'a dit que ses raisons étaient valables, qu'il n'y avait rien de mal à vouloir que sa femme soit là pour sa famille, et que les enfants ne cesseraient pas d'avoir besoin de moi juste parce qu'ils vont à l'école. J'ai commencé à pleurer désolée, je pleure facilement et je lui ai dit que si tout cela est fini, alors il faut qu'il sache que ce sera entièrement de sa responsabilité. Il s'est mis à crier que non, que c'était parce que j'étais trop têtue et trop centrée sur moi-même pour prendre une seconde et penser à ses besoins à lui. J'ai eu envie de partir, car je ne pouvais plus être avec lui, mais il a dit que ce serait plus simple s'il partait lui-même. Il s'est donc installé dans notre appartement en ville. Je me sens perdue et blessée. Je l'aime tellement, mais je ne pense pas que continuer cette relation soit sain pour l'un ou l'autre. Mon cœur se brise pour mes enfants. Je ne sais pas quoi faire. Pour l'instant, je vais simplement attendre qu'il m'envoie les papiers du divorce. Merci encore pour votre aide et vos conseils, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ma mère est passée hier. Nous avons beaucoup parlé, et elle commence enfin à se ranger de mon côté. Je savais que, le moment venu, elle serait là pour moi, et je lui en suis profondément reconnaissante. Nous nous séparons 10 février 2022. Merci à tous pour votre soutien. Mon mari et moi allons nous séparer. C'est ce qu'il veut, comme je m'en doutais. Tout cela allait bien au-delà du simple fait que je retourne travailler. Il ressentait du ressentiment pour beaucoup de choses à mon sujet. Certaines que je ne peux pas changer, et d'autres que je ne veux pas changer. Ce n'est ni sa faute ni la mienne. Nous ne sommes tout simplement plus compatibles. J'ai encore 14 mois à passer avec mes bébés. Tous les enfants sont assez grands pour une garde partagée. Pour l'instant, je reste dans la grande maison, mais après le divorce, je prévois de revenir vivre en ville. J'ai commencé à parler avec ma supérieure au sujet de mon travail. Elle m'aidera à trouver un emploi du temps adapté à la garde des enfants. Peut-être que je travaillerai uniquement les midis pendant les semaines où je les aurai. Mon ambition reste d'ouvrir mon propre restaurant, mais probablement un peu plus tard. Je l'aime toujours.
Je croyais que nous étions inséparables. Mais quand il a commencé à mépriser les mêmes choses qu'il aimait autrefois chez moi, j'ai su que c'était sans espoir. Ça fait extrêmement mal, et c'est insupportable, mais nous en sommes là. Merci d'avoir lu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour rester informé des histoires vraies et bouleversantes qui se passent autour de vous.